Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui on est le jeudi 9 février 2023, il est 10h30 et nous sommes ensemble en direct pour 1 heure de temps. Alors aujourd'hui est une émission spéciale suite au séisme dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie. Donc le thème du jour est le suivant, catastrophe naturelle, tous concernés. Oui, nous sommes tous concernés, nous partageons la douleur de ces deux pays frères. Nous avons aussi vécu des catastrophes naturelles, des tremblements de terre dévastateurs. Le dernier en date, c'est celui de Boumerdès qui nous a tous marqués. On en garde tous un souvenir indélébile. Donc, si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas à composer le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Le lundi 6 février, la terre a tremblé. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine. Le bilan provisoire d'aujourd'hui est de plus de 15 000 morts et des régions entières ont été ravagées, dévastées. Je suis vraiment désolée. C'est l'émotion aussi par rapport à ce qui s'est passé parce que nous nous sentons vraiment concernés aussi. Donc je disais que des régions entières ont été ravagées et dévastées par les secousses qui ont aussi fait des milliers de blessés et de sans-abri. Alors aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui se veut aussi surtout rassurante, informative aussi. On est là pour vous sensibiliser, vous rassurer et corriger les idées reçues, parler aussi de l'éducation face aux catastrophes. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, le capitaine Nassim Bernaoui, bonjour. Vous êtes chargé de la communication au niveau de la Direction générale de la protection civile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, pas de quoi. Avec nous aussi, Monsieur Chefir Haïdi, vous êtes chef de service de la surveillance sismique nationale au CRAG. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous remercie aussi. Avec nous aussi, Dr Mahfoud Belhout, vous êtes psychiatre, membre de la commission des premiers secours Croissant-Rouge. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé, Monsieur Chefir Haïdi, qu'est-ce qui s'est réellement passé au CRAG, pas au CRAG, mais en Turquie? En Turquie. Donc, en Turquie, la terre a tremblé avec un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter. Comme vous l'avez dit, beaucoup de dégâts, beaucoup de pertes en vie humaine. Donc, dans cette région, elle est connue par son activité sismique, vu qu'elle se situe donc, la Turquie dans la Méditerranée orientale. Donc le système de failles dans cette région est complexe vu qu'on est au niveau de la confrontation de 3 plaques. Alors on a la plaque anatolienne, la microplaque anatolienne, la petite plaque anatolienne, la plaque eurasienne, la plaque africaine et la plaque arabique. Donc ces 3 plaques sont en perpétuel mouvement depuis des millions d'années. Vu donc ça a donné un tremblement de terre. Et cette région est connue, elle peut même donner des tremblements de terre allant jusqu'à 8 sur l'échelle de Richter. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe en Turquie peut arriver en Algérie? Non. En Algérie, c'est un autre contexte. C'est pas la même chose. Il faut dire que c'est pas la même chose parce que tout le monde s'inquiète beaucoup. On a vu que sur les réseaux, tout le monde réagit et tout le monde dit ça va arriver en Algérie, faites attention. Mais il faut rassurer les gens aujourd'hui pour dire que la situation en Turquie et la situation en Algérie n'a rien à voir. Voilà, exactement. En Algérie, on est à la frontière de 2 plaques. Oui. La sismicité, elle est modérée et parfois des séismes forts. Quotidiennement, on enregistre des secousses entre 0 et 3 qui ne peuvent pas être ressenties par la population. Quelques secousses de magnitude qui peuvent atteindre 3,2 qui sont ressentis. Sinon, parfois des séismes forts, comme l'année passée et celle d'avant, le séisme de Béjaïa, de Mila. Et bien sûr, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a eu le séisme de Boumerdès et Chelf, les 2 plus grands séismes enregistrés sur le territoire national. Il faut dire que la Terre bouge tout le temps. Vous enregistrez combien de séismes par jour? Alors par jour, on a une moyenne de 4 à 5. Et par mois, ça peut aller jusqu'à 40 secousses par mois. 40 secousses par mois. Donc la Terre bouge tout le temps. Tout le temps. Il ne faut pas s'inquiéter. Exactement. Alors l'Algérie est la première nation à avoir réagi en envoyant des équipes de secours, de l'aide alimentaire et des équipements pour soutenir ces 2 pays frères. Vous pouvez nous en parler, capitaine Bernaoui, de la situation déjà en place, des équipes qui sont déjà en place? Tout d'abord, on présente nos sincères condoléances au peuple turc et au peuple syrien, parce que vraiment c'est une catastrophe qui a une étendue très large et qui va durer. C'est-à-dire c'est difficile d'effacer les traces. Mais c'est-à-dire la Turquie, c'est un pays qui s'est préparé déjà.
Tout d'abord, notamment sur les différentes institutions, même sur la protection civile, Croissant-Rouge, la Croix-Rouge. C'est différent par rapport à la Syrie, par rapport à d'autres pays. Mais malgré que, c'est-à-dire l'étendue de la catastrophe, ou l'ampleur de la catastrophe, c'est-à-dire surtout notamment les premiers jours, c'est difficile d'évaluer les choses, Bon, l'évaluation des dégâts, l'intensification, déjà, elle est un peu évaluée. C'est pour ça que Monsieur le Président, rapidement, a décidé d'envoyer des aides. Donc, les services techniques, notamment, c'est-à-dire toutes les institutions d'État, c'est-à-dire évaluent que la situation est critique, notamment en Turquie et en Syrie. Donc, rapidement, c'est parmi les premiers pays qui ont décidé d'envoyer des aides et des équipes intervenantes. Donc, deux contextes différents. Notamment en Turquie, c'est un pays déjà qui travaille notamment en matière de sauvetage et secours sur les normes onusiennes, les ARAD. C'est-à-dire l'Algérie, c'est la même équipe qui a été certifiée en 2017. Donc, il faut s'inscrire sur une plateforme de l'OSOC. Donc, c'est un pays, c'est une plateforme d'un centre qui gère les aides humanitaires sur le terrain, ou bien les interventions sur le terrain. Donc, la préparation de l'équipe algérienne, c'est un USAR, c'est un IV, Urban Search Rescue. Donc, c'est lourd, c'est un USAR lourd, pas moyen, pas léger. Donc, il y a plus d'effectifs, plus de moyens. L'USAR lourd, ça permet c'est-à-dire, il contient à l'intérieur trois équipes. C'est-à-dire première équipe, deuxième équipe, troisième équipe. Donc, c'est des équipes qui peuvent se relever. Mais l'équipe qui est partie, elles peuvent, c'est-à-dire, travailler à deux points différents, c'est-à-dire avec un système de roulement de travail H24, sans arrêt. Donc, en plus, c'est-à-dire il y a des moyens, des aides humanitaires, notamment les médicaments, la nourriture, tout ce qui est couverture, qui a été envoyé et à la Turquie et à la Syrie. En deuxième lieu, il y a eu, juste après, je pense, 10 heures, le départ de la deuxième équipe en Syrie, suite à l'instruction du Monsieur le Président, dans le cadre de ce qui est collaboration bilatérale entre les deux pays. C'est différent. Donc, il faut arriver, c'est-à-dire, il y aura au niveau des aéroports, c'est-à-dire tout ce qui est des normes administratives, notamment sur le RDC, c'est-à-dire réception du département de coordination, pour, c'est-à-dire, envoyer et engager l'équipe algérienne sur le site d'intervention. Il y a le site de campement, le site d'intervention, avoir plus d'informations sur le pays, le climat, la culture, la religion, c'est-à-dire s'informer correctement, oui, c'est très important. C'est ça les normes onusiennes, c'est ça les normes. Donc, rapidement, installer le campement, une équipe qui installe le campement, une équipe qui est déjà sur le terrain. D'accord. Donc, ça commence le travail technique. D'ailleurs, déjà, c'est-à-dire, on a pratiquement les mêmes système technique d'intervention. Donc on voit là où il y a les bâtisses effondrées, complètement, partiellement. Il faut savoir détecter les victimes, faire tout un plan, un schéma d'architecture de la bâtisse. Oui. C'était 4h15, 4h17 du matin, c'est ça? Oui. Non, c'était 1h17 GMT. Donc GMT, exactement. Voilà. Chez eux, c'était 3h, chez nous, c'était 2h. C'est 2 heures. Voilà. Donc, pratiquement, c'est tout le monde qui dort. Oui, tout le monde était on peut c'est-à-dire avoir une idée où se trouve la chambre à coucher, les chambres où se trouvent la maman, le père, les enfants. Pour donc, bien organiser les fouilles. Il faut schématiser déjà. Pour ne pas perdre de temps, parce que le temps est important. Avoir tout le matériel nécessaire de détection, vibroscope, vibrophone, caméra, les chiens, l'équipe technique. D'ailleurs, cibler rapidement, déjà gagner du temps pour cibler, déterminer et localiser les victimes, notamment les vivants ou bien les décédés. Et là, il y a le travail des équipes techniques et le travail des équipes pour le sauvetage des bléments. Là, quand il y a la détection, localisation, donc l'engagement. L'engagement, il y a la protection individuelle, la protection collective avec tout le matériel nécessaire et procéder au repêchage des personnes vivantes ou bien décédées. Notamment en Turquie, on est à 12 personnes vivantes qui ont été repêchées, notamment des enfants, des femmes, des nourrissons. 35 personnes décédées, repêchées. Par contre, en Turquie, une seule personne vivante a été repêchée et 14 autres décédées. C'est pas la même chose. Parce que la région, on est en train de travailler et d'intervenir. Donc, c'est des maisons construites en tout, en tuf, déjà habitées dans des sous-sols des niveaux -1, -2. Donc, l'opération est un peu compliquée. D'accord. Donc c'est plus compliqué en Syrie que... Les deux, c'est compliqué, mais c'est différent. Voilà. C'est différent. Ça demande plus de technicité, d'engager plus de moyens de détection pour le sauvetage. Voilà. Actuellement, ils travaillent H24. Il y a entre 2 points à 3 points, mais on peut passer les 2 points à la fois. Il y a un système de roulement, y compris en Turquie, on est à Diamen.
Et en Syrie, on est à Haleb. C'est 2 points. Justement, on est en train de voir les images des actes héroïques de la protection civile. Ça, c'est en Turquie. Le dernier enfant qui a été repêché hier. C'était des images très... J'ai découvert les images hier soir. C'était des images très, très émouvantes. 4 heures de travail. Oui. 4 heures de travail, ça nous a bloqué un peu. Bon, lui à l'intérieur, comme s'il était protégé. Mais pour arriver, il fallait couper le béton, couper l'acier, couper. Heureusement que cette équipe, l'avantage, que par exemple, la mêle qui a été utilisée, c'est-à-dire la tronçonneuse, c'est en diamant. D'accord. C'est en diamant. C'est-à-dire gagner du temps, c'est-à-dire couper le béton en 20 minutes à 30 minutes. D'accord. Sa valeur est de 10 000 euros. D'accord. Donc, vous voyez, c'est-à-dire le matériel moderne que possède cette équipe qui est certifiée en normes onusiennes INZARAG. Le temps, ça diffère. La nuit, le jour, ça diffère. Il faut travailler sur le projecteur, c'est pas comme travailler le jour, le froid, la pluie, la neige. C'est-à-dire, actuellement, même l'État, c'est-à-dire turc, ou même les secours, commencent à s'organiser. Ils commencent à s'organiser. Alhamdoulilah, il y a des survivants, c'est un bon signe, parce que notamment, c'est la première semaine. C'est le facteur temps aussi qui joue beaucoup, parce que plus le temps passe et moins il y a de chances de retrouver des survivants. Voilà, exactement. Il faut donner chance aux survivants, parce que on peut trouver des survivants qui sont blessés, qui ont des maladies chroniques, qui sont coincés, entassés. Donc, le plus rapidement arriver, assistés par des médecins, réanimés, comme les 2 enfants hier. Ils étaient rapidement réanimés. Alhamdoulilah, ils sont sains et saufs. Alhamdoulilah, oui. Donc, c'est toutes les techniques d'intervention et d'échange. Il faut dire que la protection civile algérienne a eu beaucoup d'expérience. On a vécu pas mal de catastrophes et a de l'expérience pour intervenir dans ce genre de situation. Exactement. Déjà, la préparation. Oui. Se mettre en préparation tout le temps. Il faut être préparé tout le temps. Et notamment par tout ce qui est formation théorique et pratique. À travers les manœuvres, les exercices locaux, régionaux, wilaya, international. Tout le temps, il faut rester sur tout ce qui se passe, tout ce qui est moderne. S'informer. Et déjà, le plus, c'était en 2017. Après, ça fait 3 ans, pratiquement 3 ans et demi de travail, d'entraînement, de formation, ici en Algérie, à l'extérieur, c'est-à-dire pour arriver à certifier cette équipe. Et actuellement, cette équipe doit rester sur le niveau onusien, parce qu'il y a des contrôles à chaque fois. Donc, par exemple, l'avantage qu'on a, nous, notre travail, le système, c'est 24-48. C'est-à-dire, chaque 24, on a une équipe présente au niveau de l'unité nationale d'instruction d'intervention qui est certifiée. C'est-à-dire, à tout moment, elle est prête. D'accord. À tout moment, elle est prête. C'est un cahier de charge, c'est des fiches techniques, c'est des plans de travail. Par exemple, le plan de transport, il est bien ficelé, il faut le respecter. Le transport, y compris matériel, y compris le personnel, notamment le matériel. Et même la façon de stocker dans le magasin est étudiée. Oui. Il faut la respecter. Comment transporter, c'est étudié, il faut le respecter. Y compris sur le camion, même l'acheminement à bord de l'avion. Le personnel, comment ça veut dire faire rappeler le personnel du chef jusqu'au dernier élément. Comment le chef sait que toute son effectif est présente. C'est-à-dire le temps est estimé 2 heures, 3 heures, les normes c'est 4 heures. D'accord. Il ne faut pas dépasser 4 heures. Nous, alhamdoulilah, l'équipe a été prête en 2 heures. Déjà parce que la plupart des éléments étaient présents. Donc, même s'il y a des absents pour des maladies, pour je ne sais pas, donc il y a toujours une équipe réserve des éléments réserves qui sont au même niveau d'entraînement que le dernier pour ça les faire remplacer. Par la suite, il y a eu la décision politique de l'État. L'avion militaire, on remercie l'ANP pour à chaque fois ils ont répondu favorable pour acheminer et les troupes ainsi que les dents ont un temps record. Déjà, c'est même pas 24 heures. Oui, le soir même. Le soir même. Exactement. Présent au niveau du pays sinistre, à 1h du matin, 3h du matin au niveau c'est-à-dire du campement. Dès les premières heures, le 7 février, l'équipe a commencé à travailler. Très bien. En Syrie, ils sont arrivés le lendemain à 11h15, heure locale syrienne. Rapidement, une réunion technique avec les responsables des autorités locales de Haleb et le Croissant Rouge de Syrie. Donc, ils se sont dirigés vers le lieu du campement. L'équipe rapidement engagée sur en premier lieu le Qasr al-Bustan et en deuxième lieu, après hier, au niveau de la cité Salihin. Il y a plus d'effondrement et plus de personnes ensevelies sous les décombres. Très bien. Et docteur Belhout, il y a aussi le Croissant Rouge aussi qui a envoyé des équipes
sur place et qui travaille aussi sur ça aussi. Le Croissant Rouge, en sa qualité d'organisation de secours volontaire auxiliaire des pouvoirs publics, et suite à la décision du monsieur le président de la République d'envoyer des équipes et d'aide pour les régions sinistrées, le Croissant Rouge a mobilisé ces équipes qui sont formées en matière de gestion de catastrophes, Oui. aussi en premier secours. Donc, 210 tonnes d'aide humanitaire ont été envoyées en Syrie et en Turquie, 95 tonnes pour la Turquie et 110 pour la Syrie. Et aussi l'envoi d'équipes d'intervention, comme je viens de dire, qui sont sur terrain en collaboration bien sûr avec la protection civile, pour œuvrer et aussi essayer d'apporter le maximum d'aide à toute personne qui a été touchée par cette catastrophe. Il y a ça, et aussi il y a une mobilisation internationale que le Croissant Rouge est en train de faire à travers l'appel à une réunion qui a été organisée hier, vu que le Croissant Rouge est le président d'un groupe consultatif en matière de réponse rapide en cas de catastrophe, qui regroupe les sociétés de Croix et Croissant Rouge de la région MENA, c'est-à-dire Afrique du Nord et Moyen-Orient. Donc cette réunion qui a été présidée hier par le Croissant Rouge pour éventuellement faire une feuille de route en matière d'aide pour ces pays touchés par cette catastrophe. Oui, et là, des pluridisciplinaires, il y a des médecins, il y a des psychologues, parce qu'il faut aussi une prise en charge psychologue sur place. Face à cette catastrophe, pour les survivants et pour ceux aussi qui interviennent aussi, surtout, oui, parce que le moral est important. C'est ça la composante de l'équipe, la force de l'équipe, c'est ça. Les équipes spécialisées, il y a des médecins, il y a des spécialistes qui sont des psychologues, certes pour les survivants et aussi pour les éléments. Certains moments, travail sont en relâche, certains moments ils ont besoin de voir des morts, il y a des fois des interventions. Le médecin ou l'équipe intervenante doit c'est-à-dire décapiter, découper, c'est-à-dire que ce soit la jambe, la main, pour faire dégager. C'est des choses, des techniques pour donner chance aux victimes, vous voyez. Exactement. Et donc la présence de psychologues, très importante. Les médecins, très importants. Les secouristes en matière de catastrophe d'urgence, très important dans ce genre de situation. Je vous cite par exemple que les cynotechniques, l'équipe SD, c'est-à-dire sauvetage d'éléments. Il y a aussi l'équipe spécialisée dans les accidents de matière dangereuse, des équipes spécialisées pour potabiliser l'eau et le traitement d'eau. On a besoin aussi pour boire, même pour c'est-à-dire tout ce qui est le quotidien. C'est le détail, c'est ça les normes internationales, c'est ça le professionnel. Tant mieux, alhamdoulilah, c'est ça l'Algérie, c'est-à-dire la force des équipes algériennes, que ce soit protection civile, Croissant Rouge, on est arrivé à un stade. Donc on peut être fier, c'est-à-dire c'est ça que les gens peut-être voient, c'est-à-dire l'exploit de sauvetage, notamment, c'est vrai, parce qu'on est dans les 3 premiers jours, c'est-à-dire on doit avoir des survivants quelque part. Oui. Le temps nous coince, c'est plus rapidement, mais c'est-à-dire il y a des interventions, il te faut du temps. Comme par exemple, l'enfant d'hier, il fallait 4 heures. Oui. 4 heures pour pouvoir arriver. C'est pas facile. D'autres interventions, c'est-à-dire facile. La structure de la bâtisse, c'est-à-dire la composante de la bâtisse, très important aussi. C'est pas comme, c'est-à-dire une bâtisse comme une Syrie ou qui est à Diamana en Turquie. C'est différent. Les équipes sont entraînées pour ça. Mais le professionnalisme aussi joue un grand rôle. Oui, très bien. Oui, tout à fait. Comme il vient de dire M. Bernaoui, la prise en charge psychologique, elle est indispensable. Parce que, il faut savoir que quand il y a eu la catastrophe, il faut s'attendre à d'autres séquelles qui peuvent apparaître 1 mois à 2 mois, peut-être quelques années après. Donc c'est pour ça, la prise en charge psychologique, elle est primordiale, non seulement pour les personnes sinistrées, leurs familles, leurs proches, et aussi pour les intervenants, ceux qui sont sur terrain, parce qu'ils peuvent non seulement tomber dans le burn-out, c'est par rapport à la fatigue morale, et aussi par rapport à ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu. Donc la prise en charge, elle doit être multidisciplinaire et un suivi post-catastrophe. Oui, surtout qu'on l'a vu aussi avec le pompier d'hier qui a fondu en larmes quand il a pu extraire le petit garçon. C'était des images très très émouvantes. Donc l'aide psychologique est bien sûr primordiale. Tout à fait. Même par rapport à la prise en charge, il y a ceux qui prennent en charge, il y a ce qu'on appelle les premiers secours psychologiques, que toute personne peut le faire. Bien sûr, il y a certaines choses qu'il faut connaître par rapport à écouter, observer, agir en conséquence. Et aussi, il y a l'accompagnement psychologique qui se fait bien sûr par des professionnels, soit des psychologues, soit des psychiatres.
psychiatre. D'accord, très bien. Alors revenons un peu au CRAC déjà, à expliquer ce qu'est un séisme exactement, parce qu'on a pas mal d'idées reçues. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer ce que c'est qu'un séisme d'abord. C'est quoi au juste? Alors, un séisme. Oui. Déjà, avant de définir un séisme, il faut définir l'endroit où se produit un séisme. Donc, c'est les frontières de plaques. D'accord. Donc, quand deux plaques sont en état de confrontation, D'accord. donc il y a des forces des deux côtés. Voilà, des deux côtés. Donc, on a des forces de confrontation, d'étirement, de glissement. Et comme c'est de la roche, elle a une résistance. Alors, vous imaginez la quantité d'énergie entre les deux grandes plaques. Donc, à un moment donné, il y a forcément un endroit sur le front de confrontation des deux plaques où il ne va pas résister. La roche, elle ne va pas résister dans cet endroit. Donc, il y a rupture. D'accord. Puisqu'il y a rupture, il y a libération d'ondes après vibration. Voilà. C'est un séisme, c'est ça. C'est le tremblement de terre. Le séisme, une autre définition, c'est des ondes ressenties par l'être humain sous forme de vibration et à certaines profondeurs. Et la magnitude, c'est l'énergie nécessaire à casser la roche en profondeur. D'accord. Donc la magnitude, quand on dit 6 sur l'échelle de Richter et tout ça, c'est ça. Il y a la magnitude, il y a l'intensité. La magnitude a un sens physique. Donc, comme je viens de dire, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour casser la roche. L'intensité du séisme, par contre, elle est plus matérielle. On la calcule juste après le séisme en fonction des dégâts observés. D'accord. Donc, c'est une échelle entre 1 et 12. Et la magnitude de Richter, c'est une échelle entre 0 et 9. Voilà, exactement. D'accord. Alors, nous avons avec nous par téléphone M. Djilali Benouar. Vous êtes professeur à l'université de... Vous le connaissez, voilà, bien sûr. Donc, à l'université de Bab-Zouar, prof en génie civil parasismique, membre et fondateur de l'Académie des sciences technologiques. Bonjour et merci de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui par téléphone. Bonjour madame. Bonjour. Alors, vous êtes professeur donc, à l'université de Bab-Zouar, vous faites des recherches aussi sur l'activité sismique dans le Maghreb. Quelles sont les conclusions par rapport à vos recherches, par rapport à vos thèses concernant l'activité sismique dans le Maghreb? Quelles sont les conclusions les plus importantes que vous avez justement à partager avec nous? D'abord, merci beaucoup pour cette émission qui va peut-être essayer d'expliquer aux gens que ce n'est pas le même contexte. La région où le séisme de Turquie a frappé, c'est la région la plus dangereuse au monde. Il y a 3 plaques qui se concentrent en un point. Donc le Maghreb, c'est tout le Maghreb, hein, Algérie, Tunisie, Maroc. C'est une région à sismicité très modérée. Nous n'avons pas ce type de tremblement de terre. Nous, tous les tremblements de terre, c'est 4, 5, 6, même 6. La période de retour de 6, elle est très longue. Alors le 7, il n'y a pas beaucoup de séismes de 7 qui ont été enregistrés en Algérie pendant le 19e siècle ou le 20e siècle. Il y a le 7,2 de Schlef. C'est tout. Le problème ici, chez nous, c'est les séismes sont superficiels. Mais nous avons une sismicité modérée. Mais vous savez, le problème, c'est que c'est pas les séismes qui sont en train de tuer tous ces gens-là. Si vous regardez maintenant les images qu'on reçoit de Turquie, vous allez voir la quantité d'acier dans les constructions presque est inexistante. Ça veut dire que ces constructions-là, dans cette région bien définie, n'ont pas été construites par rapport aux côtes comme Istanbul, par exemple. Donc, si vous regardez tous ces bâtiments-là, ils ne sont pas construits d'une manière scientifique. Maintenant, pour la prédiction des séismes, nous, on n'est pas des diseurs de bonne aventure. Ça veut dire, chacun, il pense qu'il veut, il va dire, il va y avoir un séisme. Sur quelle base? Nous, on est scientifique. Ça veut dire, si on dit une chose, on peut l'expliquer et on peut... Jusqu'à maintenant, la science n'est pas encore arrivée à prédire un séisme. Et imaginez avec tous les experts scientifiques de Turquie, ils ont un très grand nombre et de bonnes valeurs, ils n'ont pas pu prédire ce séisme, alors que ce séisme se préparait peut-être, parce que le séisme de Turquie ou autre n'est pas un événement
c'est un processus qui a commencé peut-être ça fait 20 ans, avec l'accumulation de l'énergie, toute cette énergie qui vient de libérer 7,8, ça veut dire je ne sais pas combien de puissance de la bombe atomique de Hiroshima. Et ça veut dire qu'il y a eu des choses, des contraintes, des déformations, des déplacements dans cette région de trois plaques, la plaque arabe, la plaque africaine et la plaque anatolienne. Et avec tous les senseurs qu'ils ont là-bas, avec tous les stations sismologiques, ils n'ont pas pu déterminer, même le GPS pour déterminer les mouvements de terrain, ils n'ont pas pu prédire ce séisme, alors que c'est un séisme qui se prépare depuis peut-être 20 ans, 30 ans, avec l'accumulation de l'énergie. Maintenant, toute cette énergie, avec 7,8, c'est une très très grande énergie qui a été libérée. Et libérée, et tout le globe a perdu cette énergie. Si vous regardez les autres stations mondiales à l'Australie, en Californie, etc., vous allez voir que c'est des séismes très petits que ce grand séisme a déclenché. Et puis, en Turquie, il y a deux séismes. Pourquoi deux séismes? Parce qu'il y a ces failles. Il y a la faille anatolienne Est et Nord. Et donc, le deuxième séisme, ce n'est pas sur la même faille. C'est une autre faille. Donc, on peut dire que c'est un aftershock. Mais ce n'est pas un aftershock, je pense que c'est un autre séisme sur un autre segment d'une autre faille. C'est pour ça qu'il est aussi grand. Donc il y a eu deux séismes et non pas un séisme et des répliques, c'est ça? C'est ce que vous essayez de nous dire? Non, si on regarde la carte de ces failles, là où il y a eu le séisme, c'est à 100 km de différence. C'est à 100 km au nord. Le deuxième, il est venu sur une autre faille. C'est une autre faille. Donc ça ne peut pas être un aftershock. Ou bien sûr, il a déclenché. Donc le premier séisme, c'était un aftershock. C'est un séisme prémonitoire. Et donc c'est des grands séismes. Et ça peut arriver qu'une fois sur les 15 chances d'avoir un séisme comme ça. Mais maintenant, pour arriver en Algérie, pour retourner en Algérie, pour dire simplement en termes clairs, pour dire que ce séisme de Turquie va déclencher des séismes en Algérie, on n'est pas des 10 heures comme ça, en réfléchit, ou bien il y a une science qui explique ça, ou non, on ne peut pas le dire. À mon avis, aux avis de beaucoup d'experts, comme j'ai vu ce matin à travers la presse mondiale, il n'y a aucune démonstration, aucune preuve, comme quoi un séisme qui a libéré toute cette énergie au niveau de Turquie va créer des séismes au nord de l'Afrique. Mais quelle est la relation entre nous? Toute l'énergie, c'est le monde entier qui est lié par ces failles, par la ceinture de feu. Ça veut dire s'il déclenche en Algérie, ça veut dire qu'il déclenche en Chine, au Japon, en Australie, en Amérique, etc. Mais peut-être qu'il a déclenché. Mais c'est des séismes très petits, 4. J'ai vu une grande liste ce matin, 4, 3, 2, 1, etc. Donc ça peut pas vraiment déclencher un grand séisme. Et maintenant, parler de tsunami en Algérie, écoutez, moi, j'ai pas, je connais pas sur les réseaux où beaucoup ont parlé de tsunami et tout ça. Et justement, cette émission aujourd'hui est là justement pour un peu casser ces idées reçues et un peu dire ce qu'il y a réellement et ce que la science dit et comment éduquer aussi tout le monde par rapport à la réaction qu'il faut avoir après. Merci beaucoup, Monsieur Djilali Benouar. Vous êtes professeur à l'université de Bebzouar en génie parasismique, membre de la fondation de l'Académie des sciences et des technologies. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors voilà, on a vu pas mal de posts sur les réseaux sociaux où on disait il va y avoir un tsunami, il va y avoir un tremblement de terre en Algérie, est-ce que c'est la même faille, ce genre de choses. Et on en a reçu aussi pour l'émission, si vous voulez, on va essayer de partager et essayer de répondre justement à ces internautes qui se posent des questions. Donc tout le monde se pose des questions, on a vu que sur les réseaux tout le monde se dit il va y avoir la même chose en Algérie. C'est des rumeurs. Voilà, c'est des rumeurs. C'est des poudres de trous, malheureusement. C'est des gens peut-être inquiétants, mais il faut savoir une chose.
que l'Algérie possède des experts, possède justement, des spécialistes, possède tout un organe qui gère ça. Il faut aller s'informer. Voilà. Et justement, aujourd'hui, on est là pour informer et éduquer. Vous allez trouver tout le dispositif, toutes les définitions concernant le séisme, la modalité du séisme, l'historique du séisme, la conduite à tenir, la façon des préparations. Ça dit les réseaux sociaux, c'est bien, ça dit d'être à l'actualité, tout ce qui se passe actuellement, mais quand ça concerne la science, il faut aller chercher à la source. Voilà, exactement, chez les scientifiques. Et justement, la première question que je vous pose, qu'on a reçue, est-ce que nous sommes sur la même faille que la Turquie? Alors, on n'est pas sur la même faille que la Turquie. Comme j'ai expliqué au début, je ne sais pas si on peut voir la carte qu'on a vu à plusieurs reprises, oui. C'est la carte où je montre la limite des plaques en Turquie. Oui. Donc, comme j'ai dit, on a la faille nord-anatolienne, la plaque anatolienne. Voilà. Ça, par exemple, c'est les répliques qu'on a enregistrées au niveau du CRAG avec nos stations sismologiques. D'accord. Donc au niveau du CRAG, on peut même enregistrer. Alors, au niveau du CRAG, on enregistre non seulement tout ce qui se passe en Algérie. Voilà, par exemple, là, c'est le choc principal qu'on a enregistré à 1h17 du matin. Avec, comme vous voyez, les triangles blancs, c'est les stations algériennes qui ont enregistré l'événement. On a même calculé la magnitude. Donc, ensuite, tout ce qui se passe, non seulement en Algérie, mais bien sûr dans le monde. Dans le monde aussi. Exactement. D'accord. Donc pour la faille la faille, la plaque, voilà, exactement. Donc, comme vous voyez ici, alors il y a la plaque anatolienne, la plaque africaine et la plaque Arabian Plate en bas à droite. Et en haut, on a la plaque eurasienne. Donc, toutes ces plaques sont centre-choc. Voilà, centre-choc. Juste pour vous donner une estimation, donc la plaque arabienne a bougé par rapport à la plaque anatolienne de 3 mètres lors du séisme qu'on a enregistré. Exactement. Donc, la dislocation, elle est de 3 mètres. Okay. Donc, vous imaginez la quantité d'énergie pour déplacer 2 grands blocs de 3 mètres. Donc, c'est pour ça, d'où l'ampleur de l'événement. Oui. Alors, en Algérie, ce n'est pas le même cas. En Algérie, on a la limite de plaque, c'est entre l'Afrique, et la plaque africaine et la plaque eurasienne. Et bien sûr, la sismicité, comme on vient de le dire, elle est modérée. Donc, modérée avec parfois des séismes forts. Donc, on n'est pas vraiment dans le même contexte tectonique que par rapport à la zone orientale de la Méditerranée. Donc, ni on est sur la même faille, ni on est dans la même situation. Ça risque pas, on ne risque pas aujourd'hui d'avoir une réplique de chez eux qui arrive chez nous ou quoi que ce soit. Voilà, il faut justement expliquer ce qui se passe exactement, parce que les Algériens sont un peu inquiets aussi de ce qui pourrait se passer. Il y a une autre question, justement. On dit qu'il va y avoir un tsunami sur le bassin méditerranéen. On a vu ça sur les réseaux sociaux hier. On dit que Après voilà. 3 jours du séisme. Justement, on est là pour y répondre. Alors, justement. premièrement, on va essayer de deviner la question. Alors, si la question est en relation avec le séisme de Turquie, non. D'accord. Premièrement, après 3 jours, non. S'il y a eu un tsunami, c'est juste après le choc. Voilà. La deuxième des choses, le séisme s'est produit à l'intérieur des plaques, pas au niveau de la mer. Voilà, pas au niveau le front de mer ou plutôt la zone côtière. D'accord. On revient à la Méditerranée. Donc pour qu'un tsunami soit en Méditerranée, déjà le tsunami, il y a des conditions. Premièrement, un séisme en mer. Deuxièmement, une grande faille, une très très grande faille. Donc vous imaginez, il faut une grande... Alors, le tsunami, c'est une masse d'eau qui va bouger par rapport à... c'est la faille qui va faire qu'une grande quantité d'eau va bouger et va générer des ondes plutôt de cette grande vague. Oui. Donc, il va falloir une grande faille, un grand séisme. Et le deuxième point, par rapport à nous, l'Algérie, c'est plus la côte européenne nord qui a peur de nous, en Afrique, de recevoir le tsunami. D'accord, donc si ça arrive, on va dire qu'il y a plus de chances qu'il y ait un tsunami vers l'Europe que vers l'Afrique, c'est ça? Voilà, exactement. Et le troisième point, pour avoir un tsunami, il faut des conditions de profondeur des océans pour que ça puisse naître correctement. Alors, juste à titre d'information, juste après le séisme de Mourdes, on a enregistré un petit raz-de-marée qui a touché les côtes espagnoles.
un petit raz-de-marée. Un petit. Donc, ça a bougé chez nous. Ça a bougé, ça a été enregistré au niveau des côtes. C'est déjà un raz-de-marée. Un raz-de-marée, un petit raz-de-marée. Je n'ai pas dit un tsunami, c'est un raz-de-marée. Donc si on revient à séisme de Sumatra, la faille, elle est très 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 grande et la magnitude, elle était importante. Et ça a donné le grand tsunami connu de Sumatra. Exactement. Comme on l'a dit, on ne peut pas prévoir un tremblement de terre, mais on peut prévenir, n'est-ce pas? Justement. Exactement. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites justement au CRAG pour prévenir? Vous sensibilisez? Vous faites des journées avec des écoliers, par exemple? Exactement. Pour leur Nous, ce que au CRAG, par rapport à ça, on est très, 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 très actifs. On n'a jamais refusé. Au contraire, on reçoit chaque mardi des élèves de différentes écoles. On leur fait des visites, des explications scientifiques. On leur fait même visiter notre système de surveillance sismique. Et on donne des consignes de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant et après, avant, pendant et après le séisme. Oui. Voilà, donc on est tout le temps présent. D'accord. Et justement, au niveau de la protection civile? Oui, protection civile, nous avons toute une direction de prévention. Au niveau central, il y a des services de prévention au niveau local. Il y a toute une direction des sous-directions des risques majeurs, qui fait tout ce qui est étude, qui travaille en collaboration avec le CRAC, bien sûr avec la délégation nationale des risques majeurs aussi. Il y a tout un travail qui se prépare notamment sur tout l'ensemble des risques majeurs qui font partie du séisme aussi, pas uniquement le séisme. Il y a l'inondation, il y a les feux de forêt, il y a tous les risques majeurs englobés en Algérie. Donc les études, les échanges, les formations, il y a aussi le plus important aussi, ce qui concerne nous en tant qu'institution, dans son module opérationnel ou bien préventif. Il y a aussi tout ce qui, par les autres institutions qui on va sur là au haut de la pyramide, les responsables de l'État, tout ce qui est en matière de préparation préventive, notamment sur les constructions, le suivi, etc., les études, voilà, et la recherche. Il y a la partie importante aussi consacrée pour le citoyen. Le citoyen dans le cadre de volet sensibilisation et formation. Dans le cadre de la préparation. Investir sur le citoyen, très important. Surtout en cas de catastrophe. Ben oui, avoir une société, c'est-à-dire qui est tout d'abord qui a une culture du risque, notamment sur le risque majeur. Et déjà, il doit être fort informé. Il a le droit d'être informé. Il doit s'informer. C'est-à-dire, le citoyen d'Alger, c'est pas le citoyen de Tamarast. Celui de Chlef, c'est pas le citoyen de Annaba, de Taraf, de Constantine. Voilà. Ben oui, déjà, il faut s'informer, c'est-à-dire sur l'ensemble des risques majeurs existants dans sa région où il habite. Éduquer les enfants dès le jeune âge, commencer peut-être à l'école, en faire dans le il y a un travail programme dans ce sens. Scolaire. Oui. Ben oui, il y a un travail dans ce sens. C'est tout le monde qui fait avec le milieu scolaire. D'accord. Déjà auparavant, en 2004, il y a eu déjà avec le milieu scolaire une convention. Oui. C'est-à-dire même de prévention, sensibilisation, de formation. Déjà, on est allé plus loin. C'est-à-dire prévoir des scénarios de gestion de risque de crise au milieu scolaire par les responsables des écoles. Ça a marché à un moment, ça a été un peu piétiné à un certain moment. Il y a eu par la suite le Covid, on aimerait bien le réactiver. Très important le milieu scolaire. Parce que vous imaginez, vous, donc, même si on a des séismes, ça a des moyens sismicité modérés, donc avoir une secousse à 1h du matin, c'est pas comme avoir une secousse à 9h du matin, à 7h. À 8h, à midi, l'heure très importante, c'est-à-dire investir sur l'enfant scolaire citoyen, déjà la protection, la conduite à tenir elle-même, déjà avant, qu'est-ce qu'on doit faire chez nous, comment se préparer. Ça ne demande pas beaucoup de choses, hein. C'est pas coûteux, c'est pas, les gens m'attrachent, d'accord. Pour les enfants aussi, le milieu scolaire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire la protection. À la suite, la première secousse, les plans d'évacuation, comment évacuer dans le calme, quel est le responsable, l'enseignant, les délégués. Après la secousse, c'est-à-dire la fin, le retour, il n'y a pas de retour. Est-ce qu'on doit attendre ça de la protection civile, les services techniques? Tout ça rentre dans la préparation. C'est très important ça. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande des assises, ça demande c'est-à-dire des projets à moyen terme, à long terme, des plans. Et parce qu'on vit dans un pays
on a le séisme, on a d'autres risques majeurs. Oui. On a des catastrophes naturelles qui peuvent arriver. Et si on est préparé, on n'aura pas peur de la situation parce que chacun aura le bon geste. Exactement. Et on sauvera encore plus de vies. Voilà, vous poussez à dire que c'est-à-dire on travaille sur la résilience, c'est-à-dire après la résilience c'est très important. C'est ça, les grandes nations comment se préparent, c'est-à-dire par la suite, en 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est-à-dire peuvent revenir à la vie normale, effacer c'est-à-dire les traces, mais certains pays c'est-à-dire qui n'investissent pas, qui ne sont pas cette culture, c'est-à-dire c'est des années, et ils ne pourront jamais revenir en état normal avant la catastrophe. Exactement. Et Dr Belhout, aussi au Croissant Rouge, nous avons reçu aussi une question. Y a-t-il des formations au Croissant Rouge pour connaître les premiers gestes de secours en cas de catastrophe naturelle, même pour tous les jours? Je pense qu'une formation de premiers gestes est nécessaire pour tout le monde, à mon avis, et en cas de catastrophe aussi. Est-ce que vous en faites au Croissant Rouge? Tout à fait. Comme j'ai dit au début, le Croissant Rouge, c'est une organisation de secours volontaire. Donc elle a une vocation de préparer, d'intervenir et aussi avant et après et pendant la catastrophe, si on peut dire. Donc le Croissant Rouge a une batterie de formations et de programmes qui sont en quelque sorte en collaboration avec des instances internationales, vu que le Croissant Rouge fait partie du mouvement international des sociétés Croix et Croissant Rouge. Donc nos formations sont alignées aux standards internationaux, même par rapport à la qualité de formation. Donc on est à jour par rapport aux dernières recommandations en matière d'intervention et de formation. Concernant les formations, donc les formations que disposent les Croissants Rouges, parmi elles, la formation des premiers secours, qui est en quelque sorte dispensée à travers le territoire national pour le grand public, et même on fait des portes ouvertes concernant la sensibilisation des gestes qui sauvent, et aussi il y a d'autres formations en matière de gestion de catastrophes qui est destinée à nos bénévoles, à nos volontaires et adhérents qui veulent en quelque sorte adhérer au Croissant Rouge. Cette intervention, c'est à travers la formation des équipes d'intervention. Il y a aussi des formations en matière d'accompagnement de ces personnes, en matière de soutien psychologique, et aussi il y a au niveau du service, au niveau du Croissant Rouge, ce qu'on appelle le service de rétablissement des liens familiaux. Donc il faut savoir, après la catastrophe, il y a en quelque sorte les personnes, ils peuvent être séparées de leur famille, etc. Il y a des formations qui est dispensée au niveau du Croissant Rouge en matière de rétablissement des liens familiaux. Il y a ça, et aussi la formation, comme M. Bernaoui vient de dire, par rapport à l'expérience en matière de séisme de Boumerdas, où l'Algérie a acquis une certaine expérience et certaines leçons. Donc le Croissant Rouge, juste après le séisme de Boumerdas, il a fait élaborer un programme, ce qu'on appelle séisme pas de panique. C'était quoi le programme ADA? C'était de dispenser des formations des enseignants, c'est en collaboration avec le ministère de l'Éducation, pour que les enseignants deviennent des formateurs pour sensibiliser les enfants comment agir et réagir avant, pendant et après le séisme. Ces enfants, c'est eux qui vont transmettre l'information aux parents, voilà. Comment en quelque sorte agir pendant la catastrophe. Pendant la catastrophe et après la catastrophe. Donc ce programme doit être en quelque sorte capitalisé, où le Croissant Rouge il est en train de travailler sur ce programme. Voilà. Très bien. Alors ce que je vous propose, messieurs, maintenant, c'est de regarder un micro-trottoir de notre journaliste Yasmine Blehidja. Elle est justement allée à la rencontre des citoyens algériens pour un peu prendre la température et voir leur réaction par rapport à ce qui se passe. On voit ça tout de suite et on revient après. Il y aura un tremblement de terre en Algérie, elle va être une catastrophe. Genre, je suis sûre. Je sais pas, genre c'est pas une hypothèse, mais je suis sûre que ça sera. Oui, bien sûr, j'ai peur. Ce qu'on peut faire, c'est cacher sous les tables l'effondrement des portes, les cadres des portes. Normalement, c'est tout ça. Il faut pas paniquer surtout, il faut pas courir. Il y a plein de trucs à faire, donc voilà. انا في 2003 كنت مريح قدام الدار راب عليها الحيط تاع السحان مزيان ما حكمناش السحان كومبلي الضربه تاع الزلزله تاع بومرداس الحمد لله ماتوا فيها عباد بزاف نجم نتخبى تحت ما على باليش تحت الميدا ما على باليش هنايا وين كاين بلاصه ولا في خزانه باش وما ما طيحش عليا ضاله ولا عفسه كي تضرب الزلزال واش ندير انا بعدك انايا فوق واقفه نهرب نهار 2003 سمحت في بنتي وهربت
بيبي سمعت فيها وهربت. ما نخاف الزلزلة وربي إن شاء الله يبعدها علينا. لازم تدرج تحت عرصة، أي ولا تحت الطابلة، هذه هي. ما لازمش دير؟ ما لازمش تيفيتي الدروج، تيفيتي الدروج، باسكو عندنا اكسبيريونس حنا في الزنزلة. هذاك الوقت تاع بومرداس، هذاك الوقت كانت ما كوبين عندها مانها في باب الواد. شوفي ديجا نورمالمون على بالكم هذاك الوقت كامل بتنا في التروطوار كامل برا، وان شاء الله بربي ان شاء الله الزلزله ما تلحقناش هنا بربي ان شاء الله. والانسان يتفائل خير، يقول لك تفائلوا خير تجدوه. انا وحده من الناس الزلزله اللي فاتت كنت في داري نشوفهم كامل هربوا كامل يجروا، وحاجه تاع ربي مرحبا بها، وان شاء الله بربي ان شاء الله ربي يحمي بلادنا. اذا كانت تضرب زنزله نخرج نريح في الدار، نريح برا في الصحين، نريح لتم ما كاش من بوجي كاع. نهار ضربت الزنزله اذا تشفي تاع بولوغين خرجوا كاع من الدار، غير انا قاعد في الدار. Voilà. Est-ce qu'on est suffisamment informé d'après justement le micro-trottoir, le fait de rester sous la table, le fait comment justement réagir lors déjà du séisme, lors de la catastrophe en elle-même? Oui, les bons gestes. C'est-à-dire ça, c'est pendant la secousse. Exactement. C'est le bon geste, c'est-à-dire se protéger. C'est-à-dire sur une table, le bureau, le lit, protéger la tête comme ça, la nuque, très important. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ça le geste de protection. Même pour les enfants en classe, c'est ça ce qu'on fait. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a des lieux de survie à la maison. Oui. Ben, des lieux de survie à la maison. Voilà. Il faut les connaître. Il faut éviter d'aller à la façade, les balcons, les vitres, etc. Il faut éviter de rester sur le milieu. Voilà. Les coins. Donc on se met où à la maison? Est-ce qu'on se met, enfin comme on le disait, la porte, le cadre, oui. Voilà, se protéger, mais il n'y a pas mieux que, c'est-à-dire la table ou une chose solide, c'est-à-dire pour ne serait-ce que. On a vu même un qui disait je rentre dans une armoire. Il vaut mieux éviter de rentrer dans une armoire. C'est-à-dire une armoire, bon, on a dit c'est la protection individuelle, c'est-à-dire se mettre à l'abri, éviter d'être près des balcons, des vitres, des façades, chercher un coin. C'est mieux le coin, c'est-à-dire et se protéger la tête ou se mettre sur une table. D'accord. À la fin de la secousse, il faut rester calme. Il faut c'est-à-dire prévoir un lieu de regroupement, de famille. Voilà, après la secousse, voilà, on se regroupe, se chercher. Les personnes vieilles, les personnes malades, les personnes à mobilité réduite, voilà. Ça c'est le plus important. Couper l'électricité et le gaz. D'accord. Donc dès que la secousse s'arrête, on coupe l'électricité, le gaz, on se regroupe d'abord. Il faut s'informer sur l'état de la famille, c'est-à-dire si tout le monde va bien. Il n'y a pas des bobos, c'est-à-dire voilà. Et si personne n'a fait un choc, un malaise ou autre chose aussi. Exactement, voilà. Et par la suite, couper l'électricité et le gaz, c'est-à-dire, et si la secousse est forte, c'est-à-dire la secousse est forte, on dit que c'est un moyen sismicité, c'est un modéré, c'est des séismes modérés. La secousse est forte. Là, nous, on conseille que les gens quittent la bâtisse. D'accord. En attendant, c'est-à-dire le passage de la réplique. Peut-être, c'est-à-dire la secousse forte comme en Turquie, c'est-à-dire a fragilisé plutôt beaucoup de bâtisses. Voilà. Il y a eu des répliques, par la suite celui de 7.5, qui a fait effondrer d'autres bâtisses. C'est pour ça qu'on dit que après la secousse, la réplique, c'est le séisme fort, c'est-à-dire forte magnitude. On revient, c'est-à-dire après le passage des équipes techniques, des services techniques. C'est-à-dire pour voir l'état de la bâtisse, classement de la bâtisse, il n'y a pas de fissuration, la bâtisse n'est pas, c'est-à-dire endommagée, on revient le plus normalement du monde. Et le fait on a vu certains dire on passait la nuit dehors. Certains passent la nuit dehors parce que la plupart qu'ils ont une phobie. Voilà, on a peur. Une inquiétude. D'accord, il n'y a pas de problème. On passe la première nuit, la deuxième nuit, la troisième nuit, jusqu'à quand? Mais à un certain moment, il faudra revenir. Oui, c'est pour ça ce qu'on demande, c'est-à-dire il faut rester à l'écoute. Par exemple, au passé, on demandait d'avoir toujours une radio qui fonctionne à s'informer. Maintenant, on a une nouvelle technologie, c'est-à-dire s'informer. Les spécialistes sont là, les experts dans la magnitude, le séisme moyen, faible, les régions touchées, etc. Donc, l'information est rapide maintenant. C'est-à-dire, si on peut dire que le citoyen revient chez eux, il revient chez eux. D'accord. Mais maintenant, c'est-à-dire, c'est la secousse, avant la secousse. Même avant la secousse, il faut toujours avoir cette idée de comment se préparer.
Par exemple, comment arranger les médicaments, les documents de valeur importants, le le premier de secours valeur. avec une lampe, Voilà. C'est pour ça qu'il faut une éducation par rapport à ça. Il faut toujours être prêt pour si il y a quelque chose, pas forcément une catastrophe naturelle. 2 heures, 3 heures. Voilà. S'il y a quelque chose, on sait où sont les médicaments, on sait où sont les papiers. Les trousses de secours. Voilà, la trousse de secours, exactement. C'est de mettre, bien sûr, la trousse de secours, elle est indispensable à la maison. Oui. Et aussi, c'est de mettre les médicaments et tout ce qui est papier, etc., toujours à la portée de main. Et aussi, je rajoute juste qu'il faut éviter de rallumer les bougies et aussi rallumer un briquet en cas de... voilà, pour éviter tout ce qui est explosion de gaz. Il faut fermer le gaz, d'accord. Tout à fait. Et aussi éviter les ascenseurs, les escaliers et les balcons. C'est-à-dire s'enfuir. C'est-à-dire s'enfuir pendant la secousse, non? Voilà, donc c'est la panique. C'est la panique. Il faut essayer de garder c'est son la panique, froid, voilà, la panique qui provoque des fois des blessures, des personnes blessées. Voilà. Le séisme de Boulorine, comme il a cité bien le jeune homme, il y a eu 6 morts à l'époque, mais c'était dû à la panique. C'était dû Parce à que la panique. les personnes ont mal réagi. Le séisme le dernier entre Béjaïa et les Srigda, il y avait des personnes blessées parce que des entorses, des fractures, parce que les gens ont sauté. Voilà. Les gens se précipitaient vers les escaliers. On a peur de se retrouver, comme on l'a vu sur les images de la Turquie, parce qu'on n'est pas informé, pas suffisamment, on ne s'informe pas, on ne va pas chercher l'information là où il faut la chercher. Donc on regarde juste les images, on voit que ça devient des millefeuilles complètement. Donc on se dit, je préfère sauter et avoir une jambe cassée que de me retrouver bloqué entre deux dalles. C'est ça, l'instinct de survie. Un séisme de forte magnitude, oui. Il y a une bâtisse qui s'effondre, on n'aurait même pas le temps de fuir. Même si vous êtes au rez-de-chaussée. Oui. C'est question de quelques secondes. Pour qu'on soit clair, s'enfuir, gagne rien. C'est la garder son calme, surtout. Garder son calme, se protéger. Voilà. Ça, c'est on est à l'intérieur. Si on est à l'intérieur. Il y a aussi les gens qui sont à l'extérieur. En conduisant, il faut s'arrêter. Oui. Si on est sur un pont, il faut sortir du pont. Il ne faut pas rester s'arrêter. Il faut sortir du pont parce que le pont. Dans un tunnel. Il faut sortir. Dans un tunnel, sous une montagne, dans un tunnel par exemple. Si vous avez des kilomètres de tunnel, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le temps de s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Tout simplement s'arrêter. Parce que le séisme, c'est-à-dire, il y a 30 secondes, il y a 40 secondes, il y a 1 minute, tout dépend, c'est-à-dire, comme bien expliqué M. Ducral, il faut sinon des balcons, les poteaux et les fils électriques, se protéger. Et par la suite, s'informer sur les radios. Il faut éviter de saturer le réseau téléphonique, très important, notamment pour les secours, pour les institutions, pour avoir la redondance de l'information, la remontée de l'information, très important, les premières minutes et les premières heures. Donc on a vu, c'est-à-dire Boumbadas, il y avait toute une réactivité, une préparation. Actuellement, c'est autre chose. On a appris beaucoup de leçons, on s'est entraîné, on s'est informé, on s'est préparé, on s'est doté. Même la population actuellement, c'est pas le degré d'information de cette population, c'est pas le même, c'est-à-dire dans les années 2000, grâce à la nouvelle technologie. Oui. Mais il faut aller à la bonne source pour s'informer, s'entraîner. C'est très important. On vit dans un pays où il y a des risques majeurs. Entre parenthèses, nous et la protection civile, on travaille en étroite collaboration, donc on est tout le temps en contact, donc d'ailleurs, on se connaît même avant. Oui. Voilà, donc c'est très important. Donc pour nous d'avoir la protection civile de notre côté, et nous, je suppose la même chose pour la protection civile. Tout le temps, oui. Parce que la fiabilité. Bien sûr. Les détails de l'information qu'ils nous fournissent. C'est eux les spécialistes, donc c'est à eux de donner l'information. Et justement, j'avais une question à vous poser. À quel moment on peut dire que c'est un tremblement, ça peut être un tremblement de terre dévastateur, ça peut être une catastrophe naturelle? À partir de quelle magnitude sur l'échelle de Richter? Comment le classer, justement? En fait, par exemple, quand on a enregistré des magnitudes 5, à Hammam El-Ouane 5.5, on a enregistré des petites fissures, par exemple Béjaïa 5.9, il était en mer, mais on a enregistré quelques fissures.
Mais généralement. Donc un 5, ça pourrait ne pas être une catastrophe. Exact, un 5 en principe, c'est pas une grosse frayeur, c'est pas une catastrophe. Un 5 c'est moyen, c'est modéré. Normalement, il y a des petites fissurations qu'on voit sur le plâtre, sur le, comme on dit, le ciment, le telbas hadak. Oui. Voilà, c'est à partir de 6,5, 6,8, 6,8. Juste, c'est fort. Entre magnitude 1 et magnitude 2, alors la magnitude 2 c'est 30 fois plus fort que la magnitude 1. D'accord. Et ainsi de suite. Donc vous imaginez la magnitude 5, donc 6 sera 30 fois plus fort que la magnitude 5. Donc vous imaginez la quantité d'énergie libérée lors d'un séisme de magnitude 5 et la deuxième lors d'un magnitude 6, ça sera 30 fois plus fort. D'accord. Donc c'est à partir de 5 ou 6 comme ce mal. Et puis, oui. Et c'est pour ça qu'on a dit que les gens, quand on s'informe, oui. Par exemple, on avait des bâtisses individuelles sur le Milas, Kikda, dans des régions, c'est-à-dire où pratiquement des constructions illicites, qui jouent un rôle, qui ne respectent pas les normes. Même si c'est une bâtisse individuelle, il ne faut pas jouer sur la sécurité. Oui, la sécurité avant tout, il faut quand même construire avec les normes, c'est clair. C'est les normes. Oui. C'est les normes parasismiques, non selon le classement de la sismicité de la wilaya. Donc c'est vrai que les grandes, c'est-à-dire infrastructures de l'État, c'est-à-dire doivent être c'est-à-dire intactes, sont bien construites sur les normes, sur une grande évaluation, parce qu'il faut, c'est-à-dire que l'État et ses institutions doivent être intactes, non touchées, pour c'est-à-dire gérer, et même les constructions d'habitation. Pour s'effondrer actuellement, il faut un séisme. Et ça ne risque pas forcément d'arriver en Algérie. Il n'y a pas de récurrence en tout cas. On ne peut pas dire que voilà, depuis 2003, voilà, ça va faire 20 ans, donc ça va encore arriver. On rassure surtout, justement, je vais vous donner le dernier mot pour rassurer surtout les Algériens. Comme monsieur le professeur Benouar, lors de son intervention, a bien dit qu'actuellement, la science n'a pas pu prédire un séisme. Partout dans le monde, comme toujours les Turcs, en Turquie, les sismologues sont vraiment, on les connaît, on a l'habitude de travailler avec eux. Donc on sait bien que la Turquie est bien développée dans le domaine de la recherche en sismologie, mais actuellement dans le monde, on ne peut pas ni prédire, ni savoir quand et quelle exactement l'occurrence d'un séisme. D'accord. Donc on rassure tout le monde. Voilà, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver, on ne peut pas le prévoir. Impossible et on est une région à sismicité modérée, à parfois des séismes forts. Voilà. Monsieur le capitaine, plutôt la prévention, la préparation, voilà, il faut s'informer, il faut s'inscrire. Même sur le programme de formation en secourisme, la protection civile, même la Croix-Rouge. Nous, nous avons 4 sessions par an. C'est une occasion, c'est-à-dire que le citoyen a une autre idée sur le matière de préparation, de réaction. Et mieux qu'on est, c'est-à-dire plus qu'on est formé, informé, c'est-à-dire mieux qu'on va réagir. Voilà. Très bien. Merci encore, messieurs, d'avoir participé. Les Croissants-Rouges, un dernier mot rapidement. Tout à fait. Bon, moi, c'est un conseil que je donne pour les gens, c'est d'éviter ces publications sur les réseaux sociaux et c'est de s'informer des sources fiables, des sources officielles concernant par rapport à tout ce qui est information et aussi se former en matière de premier secours que le Croissant Rouge dispose. Les portes du Croissant Rouge sont ouvertes et les gens peuvent s'inscrire sans problème. Très bien. Merci encore, messieurs. Alors, je rappelle que capitaine Nassim Barnaoui, vous êtes chargé de la communication au niveau de la Direction générale de la protection civile. Merci pour votre participation. Merci à vous. Monsieur Chef Raïdi, vous êtes chef de service de la surveillance sismique nationale au CRAG. Merci pour votre participation. Merci. Et docteur Mahfoud Belhoud, vous êtes psychiatre, membre de la commission des premiers secours au Croissant Rouge. Merci encore pour votre participation. Merci à vous. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Un dernier mot, nous sommes de tout cœur avec nos frères turcs et syriens. Nous pensons très fort à eux. Toutes nos condoléances pour toutes les victimes et bon courage à eux. Inch'Allah, tout ira pour le bien, Inch'Allah. Et voilà, bonne journée à vous et à bientôt.